Je suis le professeur Adoubi Kassia-Nissé et j'ai été désigné pour vous présenter l'hypertension artérielle secondaire. C'est un cours qui est long, un peu difficile, donc je vous demande de faire particulièrement attention parce qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de subtilités dans ce cours. Les objectifs de ce cours sont les suivants. Au terme de ce cours, vous devez être capable de reconnaître les circonstances et les signes d'appel d'une hypertension artérielle secondaire. Vous devez être capable de préciser l'intérêt du bilan minimal de l'hypertension dans le dépistage de l'hypertension artérielle secondaire. Vous devez aussi être capable d'établir le diagnostic des principales causes d'hypertension artérielle secondaire. Vous devez lister pour chaque cause principale les examens utiles au diagnostic. Et enfin, vous devez proposer une orientation thérapeutique dans le cas des hypertensions artérielles secondaires d'origine endocrinienne seulement. Donc, pour atteindre cet objectif, voilà le plan que nous vous proposons. Dans un premier temps, nous verrons les généralités dans lesquelles nous verrons les définitions, la classification, l'épidémiologie et l'intérêt de ce cours. Ensuite, nous verrons les circonstances du diagnostic, notamment quand évoquer le diagnostic d'hypertension artérielle secondaire, notamment le contexte clinique, les signes d'appel, et puis le bilan minimal qui va nous orienter donc vers le diagnostic d'hypertension artérielle secondaire. Dans une troisième étape, nous aborderons la description de ces hypertensions artérielles secondaires. Dans une quatrième étape, nous vous proposerons une approche diagnostique des hypertensions artérielles secondaires. Et puis enfin, nous allons rappeler le cours vu sa difficulté et puis présenter un cas clinique et éventuellement de la bibliographie. Donc voilà un peu ce que nous attend au menu pour ces 45 à 60 minutes de cours. Concernant les généralités, il faut dire que l'hypertension artérielle secondaire se définit comme une hypertension artérielle dont la cause est identifiée. Et donc, c'est cette définition que nous avons retenue. Il y a plusieurs autres définitions, mais c'est celle-là que nous avons retenue. L'hypertension artérielle secondaire va donc avoir une hypertension parmi les signes. Et l'hypertension est un des signes parmi tous les autres signes de cette affection. Et quel est l'intérêt de ce cours? C'est que l'hypertension artérielle secondaire généralement aggrave le pronostic de l'hypertension artérielle. Et parmi ces hypertensions, il y a des causes qui sont curables ou dont la prise en charge améliore significativement le profil tensionnel et le pronostic de nos patients. C'est pour ça qu'il faut bien les connaître. Il faut savoir les déceler et les distinguer. Il faut savoir que du point de vue physiopathologique, l'hypertension artérielle essentielle et non l'hypertension artérielle secondaire, donc nous disons bien l'hypertension artérielle essentielle, est une affection polyfactorielle. Polyfactorielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dont la cause n'est pas véritablement identifiée. Il y a des facteurs qui sont impliqués dans l'hypertension artérielle essentielle, mais on ne peut pas identifier exactement la cause. Quels sont ces facteurs qui sont impliqués dans l'hypertension artérielle essentielle? Ce sont des modifications du style de vie, comme par exemple la consommation d'alcool, l'obésité, le stress, la surcharge pondérale, qui peuvent favoriser donc l'hypertension. Mais aussi, il y a des facteurs environnementaux, comme par exemple le bruit, c'est aussi la pollution, c'est aussi la chaleur, qui peut favoriser donc la survenue d'une hypertension artérielle. Il y a aussi les facteurs génétiques, bien sûr. Quand vous avez des parents hypertendus,
les chances de devenir hypertendu sont plus importantes à cause de ces facteurs génétiques qui sont aussi des facteurs polyfactoriels. Et puis, il y a les facteurs hormonaux. Les facteurs hormonaux, il y a les facteurs hormonaux qui sont vasoconstricteurs, comme par exemple l'hyperactivité du système nerveux autonome, notamment le système nerveux sympathique, qui va être un facteur aggravant d'hypertension artérielle, ou bien l'hyperactivité du système rénine-angiotensine-aldostérone, ou même l'activité de la vasopressine, qui vont favoriser donc de l'hypertension artérielle, parce que quand ces hormones sont sécrétées en grande quantité, ils sont vasoconstricteurs et donc hypertensifs. Par contre, il y a des hormones qui sont vasodilatatrices, qui peuvent être sécrétées insuffisamment et donc qui vont favoriser donc du fait de leur faible sécrétion l'hypertension artérielle. C'est le cas par exemple de l'acide nitrique, de l'acide nitrique ou du monoxyde d'azote, ou bien c'est aussi le cas par exemple des facteurs natriurétiques. Donc lorsque ces hormones-là sont, ou de l'endothéline, quand ces hormones-là sont insuffisamment sécrétées, on a donc une insuffisance de baisse de la pression artérielle et donc il y a les facteurs favorisant l'hypertension artérielle. Donc voilà, donc le problème de l'hypertension artérielle essentiel, c'est que la cause n'est pas bien identifiée et donc l'hypertension artérielle essentielle est polyfactorielle. Alors que dans l'hypertension artérielle secondaire, il y a une cause qui est bien identifiée à cette hypertension artérielle. Ça peut être une hypersécrétion de catécholamine, donc d'adrénaline et de non-adrénaline. Ça peut être une hypersécrétion d'une autre hormone une autre hormone surrénalienne, notamment l'aldostérone, le cortisol ou même les catécholamines. Ça peut être aussi un problème rénal identifié, hypersécrétion de rénine, ou bien baisse du débit de filtration glomérulaire, ou bien encore sténose de l'artère rénale. Ça peut être aussi un problème purement artériel, comme par exemple la coarctation de l'aorte. Et donc, la cause est identifiée et on peut la prendre en charge. Alors, donc, je disais que dans l'hypertension artérielle essentielle, il y a plusieurs causes. La cause la plus fréquente, comme vous le voyez ici sur ce schéma, c'est le syndrome d'apnée du sommeil qui représente 15% des hypertensions artérielles essentielles. Dans certaines contrées, les causes rénaux-parenchymateuses représentent 5%, mais dans nos pays, les causes rénaux-parenchymateuses sont encore plus fréquentes que 5%. On a aussi la sténose de l'artère rénale qui représente 3% des causes d'hypertension artérielle secondaire. On a l'hyperaldostéronisme primaire qui représente 5% des causes. Le syndrome de Cushing est beaucoup plus rare. Le phéochromocytose encore plus rare. Et puis les autres affections sont relativement peu fréquentes, notamment la coarctation de l'aorte, les causes génétiques. Par contre, les causes médicamenteuses ne sont pas vraiment bien estimées. Elles pourraient être beaucoup plus fréquentes que la plupart des causes non médicamenteuses. Alors, en quoi il est intéressant de s'intéresser à l'hypertension artérielle secondaire? On peut se dire, mais l'hypertension artérielle secondaire, comme elle n'est pas très fréquente, elle correspond à 5%, 5 à 10% des hypertendus. À quoi ça sert de s'intéresser à ça? Autant traiter tous les hypertendus comme les hypertensions artérielles essentielles. Eh bien, il faut savoir que une partie des hypertensions artérielles secondaires sont curables. Toutes les hypertensions artérielles secondaires ne sont pas curables, mais environ 20% des hypertensions artérielles
essentiels sont curables. D'accord? Si vous prenez une population de 40 millions d'habitants, 30% de la population environ adulte, 40 millions, bon ici disons 60 millions, 30% de la population adulte va être hypertendue. Donc ça fait une population de 12 millions de patients hypertendus. Parmi ces patients, ces 12 millions de patients hypertendus, on aura 5 à 10% d'hypertension artérielle secondaire, ce qui va représenter plus de 600 000 patients qui auront donc une hypertension artérielle secondaire. Parmi ces 600 000 patients qui ont une hypertension artérielle secondaire, il y a 20% qui ont une cause curable, ce qui représente un nombre important, ce qui représente environ 120 000 personnes. 120 000 patients, je pense que on peut faire quelque chose pour eux de telle façon que, en les traitant, ils guérissent définitivement de leur affection. Donc, ce n'est pas aussi rare qu'on le pense. Vu la fréquence de l'hypertension artérielle dans le monde et donc chez nous, il est important de rechercher donc ces hypertensions artérielles secondaires et d'identifier les causes curables pour les guérir définitivement, au lieu de les laisser perdurer et qu'ils entraînent des complications irréversibles. Alors, quand évoquer une hypertension artérielle secondaire, d'abord, le contexte clinique va nous aider à évoquer l'hypertension artérielle secondaire. Chez les sujets jeunes, si vous avez un patient de moins de 40 ans qui fait une hypertension artérielle grade 2 ou 3, ou chez un enfant, quel que soit le grade de l'hypertension artérielle, vous devez rechercher systématiquement une hypertension artérielle secondaire. En cas de poussée hypertensive chez un individu qui est documenté norme-tendue, si vous avez la preuve que cet individu est norme-tendue et qui fait des poussées hypertensives, vous devez rechercher une hypertension artérielle secondaire. En cas d'hypertension artérielle résistante, en cas d'urgence hypertensive, en cas d'hypertension artérielle sévère ou maligne, systématiquement l'hypertension artérielle secondaire doit être l'objet de recherche. Ensuite, si vous avez un malade qui fait une complication sévère alors qu'apparemment ses chiffres de pression artérielle ne sont pas très élevés, il faut rechercher une cause secondaire. Il y a beaucoup d'accidents vasculaires cérébraux qui sont liés à des hypertensions artérielles secondaires. Et puis, lorsque vous avez un tableau qui évoque une hypertension artérielle secondaire, il ne faut pas hésiter. Il faut foncer tout droit dans cette recherche étiologique. Donc, ça, ce sont les contextes cliniques. Maintenant, il y a des signes d'appel qui font penser à une hypertension artérielle secondaire. La triade de Ménard, par exemple. La triade de Ménard, c'est céphalée, sueur, palpitation. Si vous avez un patient qui dit « Oui, j'ai des maux de tête, j'ai des sueurs, et souvent, j'ai des palpitations », il faut penser à une triade de Ménard qui se voit dans le phéochromocytome. Si vous êtes un patient qui fait des crampes à répétition, il faut rechercher un syndrome de Crohn. Si vous avez un patient qui a un souffle abdominal, il faut chercher une sténose de l'artère rénale. Si vous avez un patient qui a une abolition des pouls des membres inférieurs, il faut éliminer une coarctation de l'aorte. D'accord? Donc, si vous palpez ces pouls, notamment les pouls fémoraux, vous ne les sentez pas, il faut rechercher une coarctation de l'aorte. Si vous avez un patient chez qui vous palpez un gros rein, accidentellement ou bien à l'occasion d'un bilan de l'hypertension systématique, il faut rechercher dans une cause néphroparenchymalpiteuse, notamment une polykystose rénale, quand le gros rein est bilatéral, ou une hydronéphrose quand vous avez un gros rein unilatéral ou même bilatéral. Si vous avez un patient qui présente une obésité facio-contraire, évoquez un syndrome de Cushing. Si vous avez un patient qui présente des hématuries ou dans les antécédents, il a eu des hématuries, ne négligez pas l'hypothèse d'une néphropathie glomérulaire. Et enfin,
si vous avez un patient qui a des troubles du sommeil. Nous allons revenir sur tous ces signes-là par la suite. Il faut évoquer un syndrome de l'apnée du sommeil. Alors, le bilan OMS minimal aussi peut nous aider à nous orienter vers une cause secondaire, et c'est primordial. Si vous avez quelqu'un qui a une créatinémie élevée ainsi qu'une albuminurie, il faut évoquer une néphropathie parenchymateuse, notamment une néphropathie glomérulaire ou une néphropathie interstitielle, mais surtout une néphropathie glomérulaire sur la protéinurie importante. Si vous avez un patient qui fait une hypokaliémie, dans son bilan minimal standard de l'OMS, il faut évoquer un syndrome de Crohn ou une sténose de l'artère rénale. Si c'est un patient qui fait une hypercalémie, par contre, il faut évoquer le diagnostic d'une insuffisance rénale chronique ou une cause génétique. Si vous avez un patient qui fait une hyperglycémie, il faut évoquer la cause phéochromocytome ou syndrome de Cushing. Et puis, quand vous avez la mesure ambulatoire de la pression artérielle, et au cours de cette mesure, vous voyez un profil non dipper, c'est-à-dire les patients qui ne baissent pas leur pression artérielle au cours de la nuit, ou bien les patients qui ont une hypertension artérielle nocturne, notamment, ou reverse dipper, c'est-à-dire ceux qui ont des pressions artérielles nocturnes plus élevées que ceux qui ont des pressions artérielles, que la pression artérielle diurne, alors il faut évoquer un syndrome d'apnée du sommeil ou une autre cause d'hypertension artérielle secondaire. Et enfin, si vous voyez que la variabilité sinusale, la variabilité tensionnelle, est très élevée, il faut évoquer un phéochromocytome. Si quelqu'un a 12, ensuite il va à 18, il vient à 15, 13, il faut évoquer un phéochromocytome. Donc voilà un peu ces éléments-là qui nous permettent de nous orienter vers les causes secondaires. Et il faut les avoir en tête à l'esprit chaque fois que vous rencontrez une hypertension. Alors, nous allons revoir chaque cause secondaire dans ses aspects cliniques et thérapeutiques. Et nous allons commencer d'abord par les causes rénales. Dans les causes rénales, comme vous pouvez le voir, nous avons les glomérulonéphrite, donc les glomérulopathie, ce qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique, la polykystose rénale, les sténoses de l'artère rénale, les tumeurs sécrétant de la rénine, et puis un élément qui n'est pas évoqué, les urétérohydronéphroses. Donc, concernant la néphropathie parenchymateuse, il faut dire que leur mécanisme est bien connu. C'est la destruction du parenchyme rénal qui va entraîner une hypoperfusion rénale avec ischémie cérébrale. Cette hypoperfusion va induire une hypersécrétion de rénine. Et cette hypersécrétion de rénine, du fait du rétrocontrôle négatif, va entraîner donc la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2, et puis de l'angiotensinogène en angiotensine 1, pardon, et puis l'enzyme de conversion va transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Alors, cette angiotensine 2 est un puissant vasoconstricteur, donc va induire de l'hypertension artérielle, et en plus va favoriser la transcension hydrosodée par le biais de la production d'aldostérone. Cette production d'aldostérone va entraîner donc une rétention hydrosodée. Hypertension hydrosodée plus vasoconstriction égale hypertension artérielle sévère. Voilà. Donc voilà un peu comment on explique la survenue d'hypertension dans la néphropathie parenchymateuse. Donc on a les néphropathies glomérulaires, les néphropathies vasculaires et les néphropathies héréditaires qui sont les plus fréquentes, mais les autres néphropathies peuvent donner ces causes, notamment l'insuffisance rénale chronique, quelle que soit sa forme. Ensuite, il faut savoir que parmi les néphropathies parenchymateuses, on a l'hydronéphrose. L'hydronéphrose, c'est quoi?
L'hydronéphrose, ici vous voyez à votre gauche un gros rein comparativement à le rein gauche est dilaté comparativement au rein droit qui n'est pas du tout dilaté. Et cette hydronéphrose généralement est due à un obstacle sur la voie urinaire. Et cet obstacle va entraîner donc une hydronéphrose et tous les mécanismes dont j'ai parlé vont être mis en jeu et on aura de l'hypertension artérielle. La polykystose rénale à droite est par contre une maladie héréditaire, génétique, à transmission autosomique dominante qui va donc favoriser la survenue d'une hypertension artérielle. Et donc cette maladie-là peut évoluer aussi vers une insuffisance rénale terminale. D'accord. Donc, favoriser l'hypertension artérielle par la compression des artères rénales efférentes et peut-être afférentes. Et cette compression-là va favoriser la sécrétion d'hormones vasoconstrictrices, notamment l'angiotensine 2, puis l'aldostérone pour la rétention hydrosodée. Bien, donc comment reconnaître donc cette néphropathie parenchymateuse? C'est d'abord le bilan clinique, notamment les œdèmes des membres inférieurs, une fissure du visage, qui va évoquer donc une atteinte rénale, donc rétention hydrosodée d'origine rénale, un gros rein à la palpation, des douleurs abdominopelviennes. Et puis à la biologie, le bilan biologique classique, l'urée, la créate, mais n'oubliez pas surtout l'albuminurie qui ne doit pas être oubliée, une protéinurie de 24 heures, et puis le rapport albumine sur créatinine qui est cher maintenant aux néphrologues. N'oubliez pas aussi que lorsque ces éléments sont perturbés, il faut demander une imagerie, donc l'échographie, le scanner, notamment l'uroscanner, et puis l'IRM. Quelles sont les étiologies donc de néphropathie parenchymateuse? Je vous ai parlé donc de destruction rénale, soit par polykystose, soit par hydronéphrose, soit par pyélonéphrose. Les glomérulonéphrite aiguë ou chronique, les néphropathies diabétiques, la néphropathie diabétique qui est aussi donc une glomérulonéphrite en partie, et puis les néphropathies interstitielles chroniques et vasculaires. Alors, concernant l'hypertension artérielle rénovasculaire, c'est donc une affection qui est responsable donc d'une sténose artérielle rénale unie ou bilatérale, qui va aussi entraîner une hypoperfusion avec phénomène d'ischémie rénale et avec par mécanisme réactionnel une hypersécrétion donc de rénine qui va transformer l'angiotensinogène en angiotensine 1. L'enzyme de conversion va transformer donc l'angiotensine 1 en angiotensine 2 qui est une puissante hormone vasoconstrictrice et qui va favoriser aussi la sécrétion de l'aldostérone, donc la rétention hydrosodée. Rétention hydrosodée plus vasoconstriction, ce sera donc la cause d'une hypertension artérielle sévère. Voilà. Donc, sur quel terrain? Il existe deux types d'hypertension artérielle rénovasculaire du point de vue anatomopathologique. Il y a l'hypertension artérielle rénovasculaire d'origine artériosclérotique. C'est 90% des cas, donc surtout chez les sujets d'un certain âge. Et puis, il y a les fibrodysplasies, où on a généralement des sténoses qui sont étagées et qui se voient chez la femme jeune sans facteur de risque cardiovasculaire, chez qui on va avoir des céphalées, des migraines et cette fibrodysplasie. On va voir aussi que on peut avoir des dissections, excusez-moi, de l'artère rénale, pardon, et puis des embolies artérielles qui peuvent être cause de l'hypertension artérielle vasculaire. Alors, généralement, soit c'est un patient
polyartériomateuse chez qui on découvre un souffle lombaire ou paraombilical, ou une jeune dame chez qui on découvre ce même tableau, avec des OAP flash, une OHTA maligne, ou c'est une patiente, dès qu'on la met, ou un patient, donc on le met sur IEC, sa tension s'améliore de façon spectaculaire. Et quand la thyrosénose est unilatérale, ou bien il y a une aggravation de la fonction rénale si l'IEC est prescrit et il existe une sténose bilatérale. Donc pensez à faire le test aux IEC quand vous suspectez une sténose de l'artère rénale. Alors donc à gauche vous voyez la fibrodysplasie chez la femme avec un aspect crénélé, étagé, des sténoses étagées, et puis la sténose artériomateuse où on a une lésion unique qui est sténosante avec un ralentissement des flux. Et donc l'échographie va permettre de mettre en évidence un flux accéléré au niveau donc de la zone sténotique avec des vitesses maximum supérieures à 2 mètres par seconde et puis un ratio rénal aorte, c'est-à-dire flux rénal et flux aortique supérieur à 2 à 3,5. Voilà. La sténose de l'artère rénale a des caractéristiques particulières en cas d'artérosclérose et en cas de dysplasie fibromusculaire. Donc je vous ai parlé de l'homme. L'homme c'est généralement l'athérome. La femme c'est la dysplasie. Au niveau de l'anatomie de la chose, ce sont des plaques. Et puis généralement la sténose c'est à l'ostium. Alors que l'autre, dans la dysplasie fibromusculaire, la sténose est plutôt au niveau du tronc artériel. Le débit de filtration pulmonaire est généralement normal, mais à la longue peut être altéré. Et l'atteinte extra-rénale est fréquente parce qu'il y a d'autres sites d'artérosclérose, alors que de l'autre côté, c'est plutôt rare. Le pronostic est bénin chez la femme avec une dysplasie fibromusculaire. Et par contre, chez l'homme, c'est pas le cas. Le pronostic est sévère. Donc, il faut mieux prendre en charge ces hommes-là. Donc, quelle est la stratégie diagnostique dans la sténose de l'artère rénale, dans les hypertensions artérielles rénovasculaires? On fait un écho-doppler. S'il est normal, on laisse mal tranquille. Si il y a une sténose significative supérieure à 60%, donc 70, 80, 90%, vous faites, si donc c'est positif, vous confirmez le diagnostic et puis l'étiologie, le mécanisme avec la scintigraphie rénale et éventuellement la théographie rénale s'il y a un geste opératoire qui est prévu. Ensuite, quand la sténose est inférieure à 60%, on peut se permettre de faire aussi les autres examens et faire la surveillance. En cas de doute, on peut demander soit une IRM si le malade n'a pas d'insuffisance rénale, s'il a une insuffisance rénale, ou un angioscanner des artères rénales si le patient n'a pas d'insuffisance rénale. Voilà. Et puis, si c'est confirmé, on fait une artériographie dans le bilan préopératoire. Alors, quand vous avez une sténose artériomateuse, quand vous avez une fibrodysplasie, le traitement est généralement médical. Quand vous avez une sténose artériomateuse, la prise en charge chirurgicale intéresse vraiment ceux qui ont une hypertension qu'on n'arrive pas à contrôler
et puis ceux qui ont une diminution de la fonction rénale, c'est-à-dire une altération donc du débit de filtration glomérulaire. À ces patients-là, il faut envisager la revascularisation, sinon les autres, c'est vraiment inutile et même délétère. Voilà. Nous allons passer maintenant aux hypertensions d'origine endocrine. Concernant les hypertensions d'origine endocrine, il faut savoir qu'elles représentent 1 à 2% des hypertensions, globalement. Donc, cause relativement fréquente, mais il faut savoir y penser. Et les causes les plus fréquentes, c'est l'hyperaldostéronie primaire, et qui est 10 fois plus fréquent que le phéochromocytome ou le syndrome de Cushing. On peut avoir rarement l'acromégalie, les dysthyroïdies, et puis les hyperparathyroïdies. Mais nous nous pencherons essentiellement sur les principales. Alors, il faut savoir que la glande surrénale est constituée de 3 zones. La glande surrénale est située sur les reins, surrénale, sur les reins, d'accord, gauche et droite, et est constituée de 3 zones. La zone glomérulée qui permet la sécrétion d'aldostérone, la zone fasciculée donc de dehors en dedans, zone glomérulée, zone fasciculée. C'est donc dans cette zone-là qu'on fabrique donc que se fabrique donc le cortisol. Et puis on a la zone centrale où on a la fabrication donc la zone centrale qui est la zone médulaire où on a la fabrication donc de l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine, donc les catécholamines. Donc la médulo-surrénale au milieu des catécholamines, la zone fasciculée c'est le cortisol et la zone glomérulée c'est l'aldostérone. Donc il y a 2 éléments importants pour le bilan donc des anomalies endocriniennes, notamment de l'hyperaldostéronie, c'est le dosage de la rénine, parce que la rénine, quand il y a une anomalie, par exemple, hypersécrétion autonome de l'aldostérone, elle va avoir tendance à baisser, mais par contre, quand elle est coupable, elle est très élevée, donc on parlera donc d'hyperaldostéronie secondaire quand c'est la rénine qui est en cause. Et puis l'aldostérone, bien sûr, c'est qui est produit en grande quantité. Donc, quand évoquer une hyperaldostéronisme primaire, dans quel contexte vous devez y penser? D'abord, chez les patients qui présentent une hypocalémie, systématiquement, il faut y penser. Ensuite, chez les patients qui ont une hypertension artérielle sévère, une hypertension artérielle résistante, une hypocalémie avec les bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone, et puis les patients qui ont une atteinte inappropriée des organes cibles, c'est-à-dire qui sont, par exemple, au service de consultation, et ils vont rencontrer, par exemple, des patients qui vont faire des AVC alors que leur pression artérielle n'est pas trop élevée et qui sont relativement jeunes. D'accord? Voilà. Et donc, quels sont les signes qu'on va avoir? Asthénie musculaire importante pour le développement inférieur, pseudo-paralysie paroxystique déclenchée par des crises de prise de diurétique durant quelques heures, et puis crise tétanique avec parasthésie ou contracture des extrémités, et puis avec des signes liés à la crise tétanique, des signes de Chopsteck par exemple, ou le torseau, sont des signes qui sont liés à la crise de tétanie. Donc, chez ces hypertendus, asthénie, crampes, pseudo-paralysie, crise de tétanie, il faut penser donc à un hyperaldostéronie primaire. Donc, l'hyperaldostéronie primaire va se diagnostiquer grâce au bilan biologique par le rapport aldostérone sur
activité rénine plasmatique, pardon, ou rénine active sur aldostérone. D'accord? Donc, ce rapport, quand la rénine est élevée, l'activité rénine plasmatique ou la rénine est élevée et l'aldostérone est élevée, on va parler d'hyperaldostéronisme secondaire. Par contre, si on a un hyperaldostéronisme, un taux d'aldostérone qui est élevé et l'activité rénine plasmatique ou la rénine est diminuée, alors il faut penser à un hyperaldostéronisme primaire. Dans le cas où les deux éléments sont abaissés, il faut penser plutôt à un Cushing, une corticothérapie. Voilà, donc voilà les éléments auxquels il faut penser. Donc, quelles sont les conditions de réalisation des dosages plasmatiques et urinaires? L'activité rénine plasmatique doit être dosée en position couchée pendant 1 heure ou debout pendant 1 heure, en vérifiant bien qu'il n'y a pas de trouble ionique et surtout en vérifiant que la spironolactone est arrêtée depuis 6 semaines et les diurétiques, les bêta-bloquants, les systèmes rénines, les bloqueurs du système rénine-angiotensine allostérone sont arrêtés depuis 15 jours au moins. Donc c'est après ces éléments-là que l'on fait le dosage parce que les diurétiques, la spironolactone peuvent perturber donc les résultats de ce bilan et donc il faut les arrêter. Alors, quand vous avez donc un taux d'aldostérone très élevé avec une activité rénine plasmatique qui est élevée, alors l'hyperaldostéronie primaire est confirmée. Et dans le cas où l'activité rénine plasmatique, l'aldostérone sur le rapport aldostérone activité rénine plasmatique ou bien aldostérone rénine est élevé et l'aldostérone se trouve dans les fourchettes de la normale, il faut faire des tests dynamiques pour voir si effectivement il y a un vrai hyperaldostéronisme qui est dormant. Et puis enfin, on peut avoir le taux d'aldostérone bas et puis le rapport altéré ou bien bas aussi. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'hypertension, il n'y a pas d'hyperaldostéronisme primaire et on passe son chemin. Donc, une fois que c'est confirmé que votre parent a une hyperaldostéronie, la question de savoir où il sécrète, à droite, à gauche ou bien des deux côtés. Pour répondre à cette question, on va demander de l'imagerie, notamment un IRM ou bien un CT scan. Et puis, si c'est confirmé qu'il y a une masse unilatérale, on va confirmer son caractère sécrétant en faisant un dosage dans les artères rénales d'aldostérone. Si le taux d'aldostérone est 1,5 fois supérieur dans la zone incriminée, alors c'est une indication chirurgicale, il faut y aller et puis enlever. Si ce n'est pas le cas, il faut se demander est-ce que c'est pas mieux de donner un traitement médicamenteux pour cette situation. Voilà. Et le traitement médicamenteux, c'est des anti-aldostérones. Maintenant, concernant le phéochromocytome, il faut savoir que le phéochromocytome est une affection de la médullo-surrénale, mais c'est aussi une affection des ganglions sympathiques qui
qui sont présents sur toute l'arbre aortique et puis un peu au niveau de la vessie. Donc, en cas d'hypersécrétion au niveau de la surrénale, on parlera donc de phéochromocytose. En cas d'hypersécrétion au niveau des ganglions sympathiques, on parlera donc de gangliome. Alors, cette hypersécrétion de catécholamine va se manifester par la triade minale, nous en avons parlé, céphalée, palpitations, sueur, mais aussi par des nausées, des malaises, des tremblements, des épisodes de tachycardie, des poussées hypertensives inexpliquées et des fortes variations de la tension au niveau de la MAPA. Et il faut savoir donc que une fois que le diagnostic est évoqué, il faut le confirmer et on confirme le phéochromocytose par le dosage des méthamphénéphrines et non-méthamphénéphrines. Donc on fait un examen biologique au niveau des urines et on détecte les dérivés méthoxylés de l'adrénaline et de la noradrénaline. Alors, au niveau, une fois que le diagnostic est fait, qui montre que les dérivés sont plus élevés que la normale en termes de sécrétion, alors on va faire l'imagerie, échographie, scanner abdominal pour identifier donc la cause au niveau donc de la surrénale. Mais il faut savoir aussi que comme on l'a dit, il y a des ganglions sur tout l'arbre artériel et il serait bien de pouvoir dépister donc ces gangliomes, donc ces tumeurs ganglionnaires sympathiques qui peuvent aussi être hypersécrétants. Donc pour ça, on fait ce qu'on appelle une imagerie fonctionnelle et anatomique grâce au MIBG. Donc c'est une substance qui va fixer les phéochromocytomes et on pourra donc localiser ceux qui sont hypersécrétants et mal situés. D'accord? Voilà. Et donc, il y a un protocole défini pour la prise en charge médicamenteuse de ces patients. On a aussi le syndrome de Cushing. Le syndrome de Cushing, c'est une hypersécrétion de cortisol. Et cette hypersécrétion de cortisol va se manifester cliniquement par des signes, notamment la perte de cheveux, le buffalo neck ou la bosse en bison, que vous voyez ici, les rougeurs, le visage arrondi, on dit visage lunaire, et puis ensuite l'obésité facio-tronculaire avec des présences de vergetures qui donc vont faire évoquer donc un syndrome de Cushing. Voilà, et puis une faiblesse au niveau musculaire qui va confirmer ce diagnostic. Donc, quelles sont les étapes du diagnostic du syndrome de Cushing? Pour faire le diagnostic, il faut doser le cortisol. Généralement, celui qui est recommandé, c'est le cortisol libre urinaire. Et si on est vraiment suspect, on peut faire des tests de freinage et puis doser aussi le cortisol vespéral à minuit. Si le diagnostic est confirmé, on va doser l'ACTH pour voir d'où vient cette hypersécrétion. Est-ce qu'elle est d'origine centrale? Donc, d'origine centrale, le dosage de l'ACTH est élevé. On va parler donc de maladie de Cushing corticotrope. Donc, l'hypophyse va sécréter
trop d'ACTH qui va donc favoriser l'hypersécrétion de cortisol et donc qui va donner la maladie de Cushing. Ou bien c'est un syndrome paranéoplasique qui hypersécrète. Et puis, enfin, quand le dosage de l'ACTH est faible, alors on a un corticosurinalome qu'il va falloir traiter chez vous. D'accord? Donc, trois modalités, trois hypothèses devant un syndrome de Cushing. Soit il s'agit d'une maladie de Cushing, lorsque l'hypophyse est concernée, hypersécrétion donc du fait d'une tumeur hypophysaire. Ici, c'est le syndrome de Cushing surnalien. Donc ici, on a plutôt un corticosurnalome, donc une tumeur au niveau de la surnale, ou bien c'est un syndrome paranéoplasique qui est hypersécrète. Il faut savoir l'identifier et le traiter. D'accord. Et donc, pour la prise en charge de ce syndrome de Cushing, après avoir dépisté si c'est une tumeur au niveau si c'est une tumeur au niveau chirurgical, il faut faire l'exérèse et le malade peut en guérir définitivement. Mais si c'est difficile, alors on peut proposer un traitement médical spécifique. L'acromégalie, c'est une hypersécrétion d'hormones de croissance appelée growth hormone ou hormone somatotrophe, STH, et qui va se manifester donc par un gigantisme anormal du fait de cette hypersécrétion d'hormones. Donc, au niveau de la physiopathologie, on aura la suspicion clinique, puis si on suspecte, on va doser ce qu'on a des IGF-1, et si c'est positif, on fait une thèse de progression au glucose. S'il n'y a pas de réponse, on fait une IRM et on pose le diagnostic donc d'affection à STH. Maintenant, l'hyperthyroïdie va donner des troubles métaboliques présents un peu partout. Au niveau cardiovasculaire, ça sera donc les épisodes de tachycardie, palpitations, sueur. Au niveau, il y aura une thermophobie aussi, avec des mains chaudes et moites. Il y aura une perte de poids, amigrissement, à bien connaître. Il y aura des troubles neuropsychiques aussi, à type de nervosité excessive, tremblements, faim régulier, troubles du sommeil, fatigue générale. Et puis, il y aura des troubles digestifs à type d'augmentation du transit, donc une sorte de diarrhée motrice. Et on peut avoir des signes tels que la polydipsie, l'amyotrophie des membres, qui peuvent nous alerter sur le diagnostic d'hyperthyroïdie. Donc l'hyperthyroïdie peut entraîner aussi de l'hypertension artérielle. L'hyperthyroïdie va se diagnostiquer d'abord au niveau hormonal par le dosage de la TSH. Si la TSH est diminuée, on verra, on va doser les T3, les T4 et les T3L. Si les T4L sont augmentés, c'est une hyperthyroïdie franche. Si les T4L sont normales, alors que les T3L sont augmentés, c'est aussi une hyperthyroïdie. Voilà. Maintenant, quand les TSH sont par contre augmentés, alors il faut doser les T4, ou normalement il faut doser les T4. Si les T4 sont augmentés, alors c'est une hypothyroïdie. Donc voilà un peu
D'accord, voilà. Donc voilà un peu les hypothèses. Il faut savoir qu'on distingue après deux types d'hyperthyroïdie. Les hyperthyroïdies liées à une maladie de base, une maladie auto-immune. Donc pour ça, il faut doser les anticorps antirécepteurs de la TSH. Quand ils sont positifs, on évoque ce diagnostic. Quand ils sont négatifs, il faut faire une imagerie, notamment une échographie, plus ou moins une scintigraphie, pour détecter le goitre multinodulaire, le goitre hétéronodulaire avec un seul nodule, non sécrétant, hypersécrétant, etc. Il faut savoir aussi qu'il existe d'autres causes d'hypertension endocrine qui sont des causes plutôt rares et génétiques, notamment le syndrome de Liddle avec hypocalémie, alcalose métabolique et un taux d'activité rénine plasmatique bas. Voilà. Le syndrome de Gordon aussi, qui est associé à une hypocalémie, et puis le syndrome de Gueller par contre, pardon, le syndrome de Gordon qui est associé à une hypercalémie, et le syndrome de Gordon, quant à lui aussi, non, de Gueller, pardon, est lié à une hypertension exacerbée par la grossesse. Donc il y a plusieurs types de syndromes comme ça qui sont familiales et on ne va pas demander à des médecins généralistes de maîtriser cette situation. Maintenant, il faut savoir aussi que en dehors de ces causes endocriniennes, il y a des causes vasculaires, notamment la coarctation de l'aorte, qui est une malformation congénitale caractérisée par une sténose de l'isthme de l'aorte. Donc l'isthme de l'aorte vient après les artères qui euh, qui vont irriguer les membres supérieurs, notamment le tronc artériel brachio-céphalique à droite, qui va se subdiviser en sous-clavière droite et carotide, et puis la sous-clavière gauche, qui va déjà se subdiviser à avant, et qui va être une sténose en aval, donc, de ces branches de la haute qui irriguent les membres supérieurs. Donc, cette sténose-là va induire donc une hypertension en amont et une hypoperfusion en aval. Donc, on aura donc une hypertension des membres supérieurs, une abolition des poumons fémoraux, et puis on aura un souffle à ce niveau-là, qui sera un souffle systolique mésocardiaque et interscapulaire gauche. La sténose, la coarctation de la haute va se manifester par cette image en 3 à la radio, une vélocité accélérée au niveau donc de l'artère aorte dans sa portion sténotique, voilà, et puis l'IRM cardiaque va montrer le siège de la sténose des deux côtés. Donc le traitement va consister à dilater par ballonner la coarctation, aller placer un stent pour ne plus que ça s'ouvre à nouveau. Voilà. Ou bien on fera une chirurgie, soit d'anastomose, soit une plastie par artère sous-clavière, soit une résection greffe prothétique pour un pontage. Bon, on a enfin le syndrome d'apnée du sommeil, le syndrome obstructif ou non obstructif, qui va se manifester donc par des sueurs nocturnes, une icturie, des apnées nocturnes, et aussi des troubles à libido, une somnolence diurne, des problèmes aussi de mémoire, des maux de tête permanents. Et tous ces éléments doivent alerter le médecin qui doit évoquer donc
un certain nombre d'apnées du sommeil est demandé, donc une mesure ambulatoire de la pression artérielle, mais aussi une polygraphie ventilatoire qui permet de faire le diagnostic donc de ce nombre d'apnées du sommeil. Pourquoi? Parce que il y aura un capteur de débit de gonflement, il y aura des sangles thoraciques qui vont permettre de capter aussi les mouvements respiratoires, puis on respire debout. On parle de syndrome d'apnée du sommeil lorsque on a un indice d'apnée hypopnée, c'est-à-dire la présence d'apnée hypopnée de plus de 5 par heure, et même de moins de 15 par heure quand c'est léger, et quand c'est sévère, c'est plus de 30 par heure. Donc, un syndrome d'apnée hypopnée de plus de 30 par heure fait le diagnostic donc du syndrome d'apnée du sommeil. La polygraphie donc va permettre d'identifier ces périodes-là et poser un traitement. Le traitement qui est le plus fréquemment prescrit, c'est la prescription donc d'un appareil qui va faire une ventilation nocturne à pression positive et qui va donc éviter l'apnée du sommeil de cette façon-là. Voilà. Mais il faut savoir que l'apnée du sommeil n'est pas une cause réversible de l'hypertension artérielle. Enfin, on a les causes iatrogènes, notamment la prise de contraceptifs oraux, la prise de pilules amaigrissantes, des décongestions nasaux, on ne fait pas très attention, favorise l'hypertension et la déstabilisation de la pression artérielle. Dernièrement, il m'est arrivé d'avoir un malade comme ça qui est venu. Il était stable avec son traitement et il a commencé à utiliser des décongestants nasaux et il a complètement déstabilisé sa tension. Je lui ai demandé donc de revoir notre ORL pour traiter son problème sans qu'il prenne des substances qui sont vasoconstrictrices. Les drogues stimulantes aussi, telles que la cocaïne, l'amphétamine, font monter la tension, la testostérone aussi, la réglisse. Les inhibiteurs de la monoamide oxydase, les immunosuppresseurs, l'hydrocortisone et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et oui, et enfin les anticancéreux. Faites attention à ces médicaments quand vous les utilisez. Généralement, les anti-inflammatoires sont recommandés, mais pour des durées relativement courtes. De même que alors, comment on peut faire une bonne approche diagnostique des hypertensions artérielles secondaires? Voilà, pour une bonne approche diagnostique, je vous recommande donc ce créneau. Les hypertensions artérielles secondaires, il faut y penser quand vous avez des hypertensions qui ne se comportent pas normalement. HTA d'emblée sévère, HTA précoce, sujet jeune, HTA résistant, HTA maligne, ou bien HTA diagnostiqué depuis 65 ans, HTA et puis trouble ionique, notamment hypokaliémie. Alors, ce que moi je vous recommande, c'est de jeter un regard, premièrement, au niveau du cou. Est-ce qu'il n'a pas un bifolonique? Donc, on élimine une hypercorticémie. On regarde ses yeux pour voir s'il n'a pas une maladie de Basedow. Donc, une hyperthyroïdie est éliminée. Et puis, on regarde les mains, acromégalie. Si ce n'est pas le cas, ben, apparemment, c'est le cas. D'accord. Un regard, 3 gestes. Je vous conseille de faire 3 gestes. Palper l'abdomen pour voir si il n'y a pas de masse. S'il y a une masse, pensez donc à une hydronéphrose ou bien une polykystose. Ensuite, palper les poux, notamment le pouls fémoral. S'il est diminué ou bien aboli, pensez donc à
coartation de la aorte, et puis ausculter l'abdomen. S'il y a un souffle, pensez à l'hypertension artério-rénovasculaire, la sténose de l'artère rénale. Donc, un regard, 3 gestes et 5 questions. 5 questions, c'est avez-vous des épisodes de céphalée, palpitations sueur, phénochromocytome? Avez-vous des crises de tétanie, syndrome de Cohn? Avez-vous des pauses respiratoires pendant le sommeil, syndrome d'apnée du sommeil? Avez-vous des antécédents de maturité, néphropathie? Et prenez-vous des substances hypertensives, sont les causes iatrogènes. Donc ici, vous voyez les causes secondaires selon l'âge aussi. Chez les sujets enfants, c'est la coartation des maladies rénales. Chez l'adulte de 19 à 39 ans, c'est la thyroïde et puis ses atteintes. Chez les sujets d'âge moyen, c'est les maladies endocriniennes et puis le SAOS. Chez les adultes, c'est l'artère rénale d'abord, et puis chez les sujets âgés, pardon, c'est l'artère rénale d'abord qu'il faut regarder, et puis les atteintes rénales aussi, les insuffisance rénale. Voilà, donc on va faire rapidement une synthèse du cours pour vérifier que vous avez bien compris et tirer des recommandations de SC 2023. Les néphropathies bien parenchymateuses, on répète donc, œdème des membres inférieurs, bouffissure du visage, gros rein, douleur à la clinique. À la biologie, c'est une biologie classique. Et puis à l'imagerie aussi. Quelles sont les étiologies? C'est la destruction rénale, les glomérulonéphries, les néphropathies diabétiques. Pour l'hypertension artério-rénovasculaire, lorsque vous avez des flashs, des œdèmes pulmonaires flash, vous avez des poussées hypertensives, vous avez des hypertensions artério-résistantes, et puis vous avez des réponses excellentes aux IEC, il faut y penser. Et il faut donc demander une écho rénale et puis un scanner qui vont vous permettre de faire le diagnostic. En cas de dysplasie fibromusculaire, il faut y penser devant chez une jeune femme de 30 ans qui fait de l'hypertension. C'est bizarre, avec des migraines à n'en pas finir. Il faut y penser et puis demander donc une écho rénale, des artères rénales et puis éventuellement un angioscan des artères des membres inférieurs. Voilà. En cas d'hyperaldostéronie primaire, c'est les crises de tétanie, les asthénies qui prédominent et des hypertensions artérielles sévères, incompréhensibles, avec fibrillation atriale, complications fréquentes. Et donc, il faut y penser. Il faut doser l'activité rénine plasmatique et l'aldostérone aussi. Et en fonction des réponses, on sait quelle est la conduite à tenir. Le phénochromocytome, triade de Ménard, palpitations sur tachycardie, HTA, forte variabilité, et puis quelquefois hyperglycémie. Alors il faut y penser, il faut doser. Alors chez ces patients, le dosage des dérivés méthoxylates, l'adrénaline, la noradrénaline sont importants. Alors je vais terminer par vous présenter un cas clinique. C'est une femme de 45 ans que vous ferez éventuellement en exercice du soir et que nous présenterons à nos séances de cas cliniques. Une femme de 45 ans sans passé pathologique cardiaque ou rénale connue
et sans passer hypertensif se plaint depuis une semaine d'essoufflement et de pesanteur thoracique. À l'examen, la pression artérielle systolique est 260 mm de mercure. Elle est adressée aux urgences où elle est dyspnéique. Alors, à l'examen, elle a une pression artérielle systolique à 260 mm de mercure. Elle est adressée aux urgences où elle reste dyspnéique, mais sans douleur hématurique, trouble visuel et céphalie. L'examen physique retrouve une pression artérielle à 190 sur 260 et 90 sur 40. Alors, vous l'adressez aux urgences où l'examen va retrouver une pression artérielle à 190, 260 pour la systole et 90, 140. Une fréquence à 90 sur 140, une saturation en oxygène à 90% sous 5 litres d'oxygène, et puis une température à 36 8. L'examen est par ailleurs normal en dehors de la tachycardie et de quelques râles crépitants de base. Alors, les questions, c'est quel tableau clinique présente cette dame? Proposer 3 hypothèses diagnostiques. Le bilan, les examens biologiques en urgence sont les suivants. Hémogramme, hémoglobine 11.3, globule blanc 15,7, je pense 10 puissance 6 éléments par millimètre cube. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis en grammes par litre ici. Plaquette 351 éléments par millimètre cube. 351 000 éléments par millimètre cube. Hématocrite 33,5%, biochimie, sodium, potassium 138, 3.1, chlore 98, CO2 22. Ensuite, à la bandelette, elle a des protéinuries. À la biochimie, pardon, elle a aussi une créatinine à 130 micromoles par litre. Du calcium à 2,4, la glycémie à 6,4 millimoles par litre. Donc, cet exercice vous apprendra aussi à faire des conversions. La gazométrie, le pH est à 7,35, PaO2 est à 62, PaCO2 à 32, et puis, etc. Etc., c'est-à-dire BK à 17, lactate à 4,7. Quels sont les médicaments qu'elle prend? Pardon, quel est le dosage des médicaments dans les urines? La sanus est négative, les amines sont négatives, la cocaïne et les médicaments sont négatifs, les opiacés sont négatifs. Donc le dosage des médicaments est nul. Alors, autre élément, les CRP sont à 45 mg par litre, la tropo à 8 nanogrammes par litre. La TSH, 2 micromoles millunité par litre. La radio du thorax, cardiomégalie, œdème pulmonaire. Et puis l'ECG, tachycardie sinusale à 125, déviation à hypertrophie ventriculaire gauche, avec signe d'ischémie. Alors, les questions, c'est que retenez-vous pour l'urgencie et que proposez-vous pour la suite? En conclusion, je dirais que quoique moins fréquente que l'hypertension artérielle essentielle, l'hypertension artérielle secondaire doit être systématiquement recherchée lors de la prise en charge initiale et dans le suivi de l'hypertendu si les circonstances se présentent. Le médecin généraliste doit y penser, faire l'examen de base et orienter le patient vers le spécialiste une fois que la cause est trouvée ou même si la cause n'est pas retrouvée. Je vous remercie.